juillet 1944. Le président Roosevelt se rend à Pearl Harbor pour une réunion décisive qui doit décider des grandes orientations stratégiques dans le Pacifique. Depuis plus d'un an, les États-Unis sont à l'offensive, reprenant de nombreux atolls et territoires occupés par les Japonais. Au moment même où se déroule cette réunion, les forces américaines sont lancées dans la reconquête des îles stratégiques de Guam et de Tinian dans l'archipel des Mariannes. Capturer ces îles doit permettre aux Américains de couper les bases navales japonaises majeures de Truk et de Rabaul de leur ravitaillement. S'attaquer directement à ces bases puissamment défendues est jugé trop coûteux en hommes et en temps. L'état-major américain choisit donc de les contourner afin de les isoler. De plus, avec les îles Mariannes, le cœur du Japon est désormais à portée des nouveaux bombardiers B-29 Super Fortress à long rayon d'action. Avec cette nouvelle arme, les bombardements stratégiques américains doivent détruire le potentiel industriel du Japon et mettre fin à la guerre. Alors que l'avance américaine dans le Pacifique se rapproche inexorablement du Japon, une réunion au sommet se tient entre le président américain Franklin Roosevelt, l'amiral Chester Nimitz, chef de l'US Navy dans l'océan Pacifique, et le général Douglas MacArthur, commandant des forces américaines en Extrême-Orient. Cette réunion doit décider de la suite à donner aux opérations pour les forces américaines dans le Pacifique. Pour l'amiral Nimitz, il convient d'obliquer au nord-ouest et attaquer directement Formose, l'actuel Taïwan, Okinawa, afin de verrouiller le Japon de son approvisionnement en matières premières, notamment le pétrole des Indes néerlandaises. Mais cette vision déplaît particulièrement au général MacArthur, dont l'obsession tourne autour de la reconquête des Philippines. Général charismatique particulièrement populaire dans l'armée et dans la population américaine, MacArthur fut conseiller militaire aux Philippines de 1935 à 1942, date à laquelle il fut forcé d'évacuer l'archipel lors de l'invasion japonaise afin de ne pas être fait prisonnier. Dans une allocution devenue célèbre, il déclara un retentissant « Je reviendrai », ce qui fut dès lors son obsession. MacArthur convainc le président Roosevelt de la nécessité stratégique et politique de reconquérir les Philippines. Les arguments ne manquent pas, d'autant que la population résiste farouchement à l'envahisseur au prix de lourds sacrifices. Il faut dire également que MacArthur, un temps pressenti pour se présenter comme candidat républicain à l'élection présidentielle contre le démocrate Roosevelt, mit l'élection présidentielle dans la balance afin de peser sur l'orientation stratégique de la campagne du Pacifique. D'abord programmé pour la fin de l'année 1944, le débarquement est finalement ramené au 20 octobre. En effet, lors des bombardements préliminaires de septembre, les Américains se rendirent compte que les Philippines étaient relativement peu défendues et qu'il fallait y débarquer le plus vite possible avant que les Japonais n'aient le temps de s'organiser. La petite île de Leyte fut choisie car elle était centrale et peu protégée, les 300 000 soldats japonais étant principalement positionnés sur l'île de Luçon, au nord. Occuper Leyte permettrait également d'isoler les forces japonaises présentes sur l'île de Mindanao, au sud. Enfin, les Américains pourraient ainsi disposer d'aérodromes permettant d'appuyer la progression des troupes vers les autres îles, en plus des porte-avions de l'US Navy. À l'été 1944, le Japon est au pied du mur, reculant en Birmanie comme dans le Pacifique. En juin, l'Empire du Soleil Levant a perdu des centaines de pilotes lors de la bataille aéronavale des Mariannes. Bien plus important que les quelques porte-avions perdus et les avions, la perte des derniers pilotes d'expérience empêche désormais le Japon de conduire toute action aéronavale d'envergure. Pire, ses ressources en matières premières s'amenuisent et sont de plus en plus limitées, notamment en carburant. Pour cette raison, la puissante flotte japonaise de cuirassés et de croiseurs est stationnée vers Singapour, non loin des puits de pétrole. Pour l'état-major nippon, seule une victoire décisive permettra d'éviter le pire et de négocier une paix honorable avec Washington. C'est la bataille de la dernière chance. Le 6 octobre, le dirigeant soviétique Joseph Staline, qui voit d'un mauvais œil l'avancée rapide américaine dans le Pacifique, fait fuiter le jour et le lieu du débarquement américain aux Japonais. Ainsi, ils permettent à l'amiral Toyoda d'affiner le plan japonais, intitulé Shogo. Le plan Shogo, victoire en français, vise à détruire les forces terrestres américaines sur les plages de Leyte par un bombardement massif depuis la mer, conjugué à une puissante contre-attaque terrestre. Pour ce faire, la flotte des porte-avions de l'amiral Ozawa, sur laquelle il n'y a quasiment plus d'avions, doit attirer loin des Philippines les porte-avions américains. La mer libre de la puissante flotte américaine
la grande escadre cuirassée de l'amiral Kurita, venue de Bornéo, foncera sur les troupes de débarquement du général MacArthur. Se séparant en deux, le corps principal doit passer par le centre de l'archipel et une flotte secondaire, conduite par l'amiral Nishimura, passera par la sud. Une quatrième escadre venue du Japon doit rejoindre Leyte par le sud, sous les ordres de l'amiral Shima. Pour fonctionner, la synchronisation doit être parfaite, appuyée efficacement par l'armée de l'air pour le renseignement et la couverture aérienne. Début octobre, l'amirauté japonaise lance une grande offensive aérienne contre les porte-avions américains au large des Philippines. Les aviateurs japonais multiplient les rapports de victoire, assurant avoir détruit des dizaines de navires ennemis, dont presque tous les porte-avions. En réalité, les pertes américaines sont mineures, alors que près de 800 avions japonais sont abattus en l'air ou au sol par l'aéronaval de l'amiral Halsey. Malgré cette nouvelle hécatombe, Tokyo lance tout de même l'ordre de lancer le plan Shogo. Les escadres japonaises partent à la bataille sans couverture aérienne et les amiraux ne le sauront jamais, leurrés par les bulletins de victoire mensongers. 20 octobre. Les Américains débarquent sur les plages de Tacloban sur l'île de Leyte. 174 000 soldats, appuyés par une armada de guerre de plus de 200 navires, 12 cuirassés, 34 porte-avions, 23 croiseurs et plus de 100 destroyers répartis en deux flottes. Au sud, la 7e flotte du vice-amiral Kincaid, placée sous les ordres du général MacArthur, couvre directement le débarquement. Elle compte les 6 anciens cuirassés rescapés de Pearl Harbor, dont le rôle principal est de pilonner les défenses japonaises. Elle compte également les 18 petits porte-avions d'escorte du vice-amiral Sprague, dont les avions doivent assurer la maîtrise de l'air au-dessus des plages et la défense anti-sous-marine. Plus au large, la toute-puissante 3e flotte de l'amiral Halsey, ses 6 cuirassés modernes et les 16 porte-avions d'attaque, ses destroyers, sous-marins et la flotte logistique. Tous ces porte-avions sont regroupés sous la direction du vice-amiral Meecher, dans ce que l'on appelle la Task Force 38, divisée en sous-groupes répartis du nord au sud des Philippines, les Task Group. Chaque Task Group comporte 4 ou 5 porte-avions, des cuirassés, des croiseurs et des destroyers. Sous les ordres de l'amiral Nimitz à Pearl Harbor, la 3e flotte est chargée de contrer l'attaque navale japonaise. Ainsi, il n'y a pas de commandement unifié entre la marine et l'armée de terre pour cette opération majeure. Alors que le débarquement est un succès et que les premières reconnaissances aériennes ne rencontrent pas d'opposition notable, Halsey envoie son task group le plus puissant, le 38.1, au large afin de se ravitailler et de se reposer. 22 octobre, la flotte de Kurita se met en marche. Le sort du Japon est entre les mains de l'amiral japonais. Sous ses ordres, l'une des plus puissantes escadres de l'histoire, réunie autour des cuirassés Yamato et Musashi, les plus puissants cuirassés du monde. Au total, 10 croiseurs lourds, 5 cuirassés, croiseurs légers et destroyers constituent l'escadre japonaise. Kurita sait que la zone est infestée de sous-marins américains, mais pour atteindre Leyte le 25 octobre au matin, la seule solution est de longer l'île de Palawan en faisant naviguer ses navires en lignes étroites. Car au nord, les fonds sont mal hydrographiés et les récifs nombreux. À 1h16 du matin le 23 octobre, l'escadre japonaise est repérée par l'opérateur radar du sous-marin américain USS Darter plus à l'est. McClintock, le commandant du Darter, avertit immédiatement l'état-major de la présence d'une immense flotte japonaise se dirigeant vers les Philippines. Il avertit également un 2e sous-marin, le Dace, à quelques centaines de mètres. Les 2 sous-marins américains plongent immédiatement à immersion périscopique et se positionnent pour une attaque à l'aube. L'attaque est dévastatrice. L'Atago, croiseur amiral naviguant en tête, est violemment touché par 4 torpilles sur tribord et coule en quelques minutes. L'amiral Kurita et les autres survivants sont repêchés par un destroyer, tandis qu'un autre croiseur lourd, le Takao, est touché à son tour par 2 torpilles. Le Dace tire ses torpilles contre la 2e ligne japonaise à bout portant, et dans l'aube naissante, le Maya, un autre croiseur lourd, encaisse 4 torpilles et coule en 4 minutes. Attaqués à la grenade anti-sous-marine par les destroyers japonais, les 2 sous-marins parviennent à s'échapper après avoir repéré la flotte ennemie, coulé 2 croiseurs lourds et avarié gravement un 3e, le Takao, qui doit être remorqué vers Bornéo. Kurita et une grande partie de son état-major ont survécu, mais sont traumatisés. Transféré sur le Yamato, Kurita ordonne de continuer l'opération Shogo
malgré la perte de l'effet de surprise et de 3 croiseurs. Dans les états-majors américains, c'est l'ébullition. La flotte ennemie arrive. En tout cas, celle de Kurita. Les flottes de Shima et de Nishimura demeurent non détectées, tout comme les porte-avions d'Ozawa. Le plan Shogo semble être un échec. Mais une partie de la flotte d'Halsey est également détectée par les Japonais cette nuit-là. Au nord, le Task Group 38.3 autour des porte-avions Lexington et Essex est aperçu par des avions de reconnaissance nocturne japonais qui tiennent le contact. À bord du cuirassé New Jersey, Halsey lance ses ordres. Dès l'aube du 24, les porte-avions lanceront leurs avions à la recherche de l'escadre de Kurita à l'ouest, mais également des porte-avions d'Ozawa au nord, dont la position est soupçonnée par les services de renseignement américains et qui tourmentent l'amiral américain. 6 heures, des dizaines d'avions décollent. Volant par groupe constitué de 2 chasseurs L4 et d'un bombardier Helldiver ou Avenger, ils vont ratisser des centaines de kilomètres carrés sur tout l'archipel philippin. Vers 8 heures, un pilote d'Helldiver du porte-avions Intrépide, l'enseigne du vaisseau Adams, repère la flotte de Kurita au large de la pointe sud de l'île de Mindoro et prévient immédiatement son navire qui alerte l'amiral Halsey. Les intentions de Kurita sont désormais claires, passer par la mer de Sibuyan, puis déboucher sur les forces américaines par le détroit de San Bernardino. Immédiatement, Halsey ordonne une attaque massive à plusieurs groupes de porte-avions sous les ordres de l'amiral Bogan, commandant le groupe USS Intrépide. Mais à 9 h, un message tombe de l'USS Enterprise. Une autre escadre japonaise faisant route vers Leyte est repérée au sud, à l'entrée de la mer de Mindanao. En contrebas du pilote américain, 2 cuirassés, un croiseur lourd et 4 destroyers. Très rapidement, 25 avions déjà en vol rallient l'enseigne de vaisseau Moore et attaquent l'escadre japonaise de l'amiral Nishimura. Les 26 avions lâchent roquettes et bombes de 250 kg sur le cuirassé de tête, le Fuso. L'attaque ne cause pas grand dommage et l'escadre de Nishimura continue sa route. Sur le New Jersey, l'amiral Halsey est extrêmement tendu. Alors qu'un nouveau rapport aérien signale la 3e escadre, celle de l'amiral Shima, les porte-avions d'Ozawa, eux, demeurent introuvables. Halsey, qui ne sait pas qu'il n'y a que quelques dizaines d'avions sur les porte-avions japonais, craint d'être surpris par les avions ennemis au moment où ses propres avions attaqueront les cuirassés japonais. D'autant qu'au moment où les avions américains attaquent l'escadre de Nishimura au sud, le groupe de porte-avions au nord du dispositif, le TG 38.3, subit une attaque aérienne japonaise massive venue des aérodromes philippins. Cependant, toutes les vagues d'attaques japonaises sont repérées à l'avance à l'aide des radars et leurs avions sont décimés. Les jeunes pilotes japonais novices se font massacrer par les vétérans américains, notamment par David Campbell, qui abat à lui seul 9 avions, record pour un aviateur en une seule mission. Il se verra décerner la médaille d'honneur du Congrès pour cet exploit. Mais à 9 h, alors que les avions américains appontent et que l'essentiel des avions japonais est abattu, un bombardier en piqué japonais sort de nulle part, traverse le mur de feu américain et largue sa bombe sur le porte-avions Princeton. Perforant le pont d'envol, la bombe explose dans un hangar. Immédiatement, le feu se propage et fait exploser les torpilles des avions américains. Après plusieurs heures de lutte contre les incendies, le porte-avions léger Princeton est sabordé. En dehors du Princeton, l'attaque aérienne japonaise est un échec cinglant. Bien plus grave, dans les dizaines d'avions abattus, on trouve les chasseurs qui devaient servir à la couverture aérienne de l'escadre de Kurita, que l'état-major aérien a détourné de leur mission. Ainsi, alors que les cuirassés de Kurita s'engagent en mer de Sibuyan et s'apprêtent à affronter des centaines d'avions américains, la couverture aérienne promise par le grand état-major a déjà disparu. À bord du Musashi puis des autres navires japonais, les haut-parleurs appellent au poste de combat. Les navires japonais observent sur leurs radars rudimentaires des dizaines d'avions ennemis se regrouper. Conscient d'avoir complètement échoué dans son effet de surprise, Kurita fait accélérer ses navires. Soudain, à 10 h 30, 45 avions du Cabot et de l'Intrépide arrivent par tribord. Les avions américains se séparent, plongent et amorcent une attaque à haute vitesse. Au milieu d'un mur de feu anti-aérien particulièrement violent, les Avengers et les Helldivers attaquent le Musashi et le croiseur Myoko, positionnés sur le flanc sud de l'escadre japonaise. D'abord, les chasseurs foncent sur les puissants cuirassés, mitraillant les servants des pièces anti-aériennes pour tenter de désorganiser les Japonais,
Puis, c'est l'attaque croisée des bombardiers et des torpilleurs. Tel un balai naval, la force japonaise n'est pas perturbée par cette attaque et évolue avec discipline à l'unisson. Quelques avions sont abattus, mais le Musashi est atteint par une première torpille. Le cuirassé Nagato encaisse également une bombe et le croiseur Myoko, gravement endommagé par une torpille, doit retourner vers sa base. La première attaque terminée, la vague d'avions américains regagne ses porte-avions et la flotte de Kurita poursuit sa route, délestée d'un croiseur vers le détroit de San Bernardino. Alors que Kurita cherche désespérément dans le ciel ses avions de couverture, il apprend que la pince sud du plan Shogo est aussi repérée. Dépité, Kurita envoie plusieurs messages à Manille afin de recevoir du soutien aérien, mais ne reçoit aucune réponse. Il est également sans nouvelles des porte-avions d'Ozawa. Vers midi, le cuirassé Nagato aperçoit plein travers tribord 30 bombardiers de l'USS Intrépide. À 25 000 mètres, les cuirassés se mettent en action et tirent des obus antiaériens spéciaux sur les bombardiers américains. Cette arme antiaérienne, utilisant les canons principaux des cuirassés, est censée être l'arme miracle du Japon. Ces obus explosifs criblent le ciel de milliers d'éclats, mais sont au final particulièrement inefficaces en raison de leur cadence de tir très limitée et leur faible capacité de réaction face aux avions ennemis qui évoluent rapidement. Les avions américains attaquent et cette fois-ci, la formation japonaise se disperse. Tous les navires évoluent chacun de leur côté, le Musashi étant de nouveau la cible principale de l'attaque, encaissant 4 torpilles et des bombes lourdes de 500 kg. Cette fois-ci parfaitement coordonnée, l'attaque ne dure que 8 minutes. Les Américains n'ont perdu qu'un seul avion et le Musashi commence à s'enfoncer dans l'eau. L'amiral Kurita, à bord du Yamato qui a lui aussi encaissé des bombes mais sans gravité, est toujours sans nouvelles de son aviation. Le plan Shogo semble être un échec sur toutes ses composantes. L'effet de surprise est raté, Ozawa a manifestement échoué à attirer les porte-avions américains au nord, et il reste plus de 6 heures de jour. 6 heures pendant lesquelles la flotte de Kurita est à la merci des attaques aériennes ennemies. Ozawa, pendant ce temps, fait tout son possible pour être repéré et lance à nouveau ses dizaines d'avions restants à l'assaut des porte-avions américains. Repérés, les avions d'Ozawa sont abattus in extremis juste avant d'attaquer la flotte américaine. Désormais, Halsey sait que les porte-avions ennemis sont là, quelque part au nord, prêts à frapper. Les Japonais arrivent donc de tous les côtés et les porte-avions d'Ozawa, à qui l'Américain attribue à tort l'attaque massive du petit matin, sont la cible la plus dangereuse dans la tête de l'amiral américain. En mer de Shibuyan, alors que le groupe du Yamato change à nouveau de route pour attendre le Musashi, les Américains lancent l'attaque principale. De 13h30 à 15h30, c'est plus de 150 avions de 4 porte-avions qui fondent sur la flotte japonaise. Les navires nippons sont harcelés par les avions ennemis, mitraillés, torpillés et bombardés. Si de nombreuses bombes touchent les destroyers, les cuirassés Kongo et Yamato, le gros des avions américains décide d'achever le Musashi, alors que celui-ci ne représente plus réellement une menace. Encaissant de nouvelles bombes et torpilles, le cuirassé prend l'eau de toutes parts. Lentement, il s'enfonce dans les flots alors que les avions américains regagnent leur base. Incapable de continuer sa mission, il tente alors de s'échouer sur une île, mais ses machines se stoppent. Le Musashi dérive et coule finalement à 19h36, emportant avec lui plus de 1000 hommes d'équipage. Il aura fallu au final des dizaines d'avions, 17 torpilles et 19 bombes lourdes pour couler le super cuirassé japonais. Sur 259 avions ayant attaqué la flotte de Kurita ce jour-là, les Américains n'en perdirent que 18, mais globalement, l'attaque fut relativement peu efficace au regard des moyens déployés. Désemparé par les attaques aériennes américaines, Kurita est miné par le doute. Il décide de faire demi-tour à 16h30 pour quelques heures afin de faire croire aux Américains qu'il bat en retraite. Il veut profiter de la nuit pour revenir sur sa route, à l'abri des attaques aériennes, et sortir du détroit de San Bernardino au petit matin. En plus des pertes de la veille, l'amiral japonais a perdu un cuirassé, un croiseur, 2 destroyers. D'autres bâtiments, dont le Yamato, ont également subi des dégâts mineurs. La flotte est diminuée, mais peut continuer. En choisissant de faire demi-tour, Kurita sait qu'il ne pourra plus être au rendez-vous avec la force sud de Nishimura. La coordination avec la force sud est définitivement enterrée, mais c'est la seule solution pour éviter les attaques aériennes, d'autant que l'amiral japonais apprend enfin que sa couverture a été décimée dans la matinée.
Au moment où Kurita fait demi-tour, l'amiral Halsey reçoit enfin le rapport qu'il attendait. Les porte-avions d'Ozawa ont été reparés au nord. S'engagent alors de longues discussions au sein de l'état-major américain sur l'USS New Jersey. Au sud, la flotte de Nishimura arrive. Elle est intacte. Mais les cuirassés et les croiseurs de Kinkaid, toujours en soutien de MacArthur qui se bat sur les plages de Leyte, sont assez nombreux pour s'en occuper. Au centre, la flotte de Kurita est quasiment détruite selon les rapports un peu trop optimistes des aviateurs américains. Cependant, depuis 19 heures, plusieurs avions de reconnaissance annoncent que cette escadre est encore très puissante et fait route à grande vitesse vers le détroit de San Bernardino. Mais obnubilé par les porte-avions japonais, l'amiral Halsey choisit de faire abstraction de cette information fondamentale. Enfin, au nord, la flotte de porte-avions d'Ozawa, la menace la plus dangereuse et la plus immédiate pour Halsey. Finalement, à 20h20, Halsey décide de lancer tous ses porte-avions à la poursuite d'Ozawa au nord afin de les couler le lendemain matin, laissant ses cuirassés devant le détroit de San Bernardino en couverture pour achever les navires de Kurita. Les ordres partent vers sa flotte et vers celle de Kinkaid. Pearl Harbor et Washington sont également prévenus. Tout sont en place pour remporter une grande victoire et anéantir les 3 forces japonaises. Mais Halsey est rongé par le doute. À 20h30, malgré les nouveaux rapports annonçant que Kurita continue sa route vers San Bernardino, il ordonne aux cuirassés de le rejoindre au nord. L'amiral de la 3e flotte américaine fonce ainsi dans le piège japonais, malgré l'avis contraire de ses adjoints. Malheureusement, si cet ordre fatal est envoyé aux navires de la 3e flotte, la 7e flotte de Kinkaid au sud, qui ne dépend pas de la marine, n'est pas mise au courant, ni Pearl Harbor. Ainsi, alors que les dizaines de navires de Kurita filent à 24 nœuds vers les troupes de MacArthur, personne ne sait que le détroit de San Bernardino n'est plus surveillé.